La fête de Noël a été célébrée au Libéria, mais cette année, la célébration a manqué d'éclat à cause de l'épidémie d'Ebola qui a fait des milliers de morts en Afrique de l'Ouest. L'ancien président malgache Marc Ravalomanane, placé en résidence surveillée depuis son retour au pays en octobre dernier, a passé Noël en famille. Il est discrètement rentré chez lui mercredi soir. Les islamistes Shebab ont attaqué jeudi le quartier général de la force de l'Union africaine en Somalie, parvenant à s'introduire dans l'enceinte ultra sécurisée et blessant 3 soldats africains et 1 civil. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Comme partout dans le monde, la fête de Noël a été célébrée au Libéria. Mais cette année, la célébration a manqué d'éclat à cause d'Ebola, qui a fait des milliers de morts en Afrique de l'Ouest. L'épidémie a affecté les affaires dans la région et terni la fête à Monrovia. Reportage. Depuis la fin des guerres civiles au Libéria, qui ont fait de 1989 à 2003 quelques 250 000 morts, le Libéria a connu le pire Noël de son histoire en cette année 2014. Cette morosité est influencée par des facteurs non seulement sanitaires, mais également financiers. À cause d'Ebola, les marchés ont connu une forte baisse de fréquentation et les commerçants n'ont pas fait de bonnes affaires pour Noël. Habituellement, la chef de l'État, Ellen Johnson Sirleaf, recevait pour Noël à la présidence des enfants pour leur distribuer des cadeaux. Ce rendez-vous a été également annulé cette année à cause d'Ebola. Dans les rues de Monrovia, le cœur n'était pas vraiment à la fête non plus. Il y a bien eu de petits groupes comprenant essentiellement des jeunes et des enfants, arborant masques et déguisements, qui ont dansé pour amuser le public et récolter de l'argent, mais ils n'ont pas atteint la même ampleur que dans le passé et la moisson a été morose. En dépit de Noël morose, les Libériens ont au moins eu la liberté de célébrer la fête comme ils le souhaitaient, contrairement à leurs voisins sierra-léonais et aux habitants de Conakry, capitale de la Guinée, qui, eux, ont été privés de festivités. Les familles des 43 étudiants disparus au Mexique, probablement massacrés par des membres d'un cartel fin septembre dernier dans le sud du pays, ont encore manifesté mercredi, veille de Noël, devant la résidence du président mexicain Enrique Peña Nieto. Les manifestants dénoncent la gestion qui est faite de cette crise par le gouvernement. Les familles des disparus ont voulu signifier mercredi qu'elles n'avaient pas de fête de Noël. Je vous propose de suivre ici la déclaration de leur porte-parole, Felipe de la Cruz. Pour les parents, il est très important qu'ils sachent que Noël n'est pas le nôtre. S'il passe un joyeux Noël, nous voulons lui faire partager le nôtre. Pour nous, dans nos maisons, il n'y a pas de Noël joyeux car il nous manque un membre de notre famille. On l'avait averti. Si nous n'allions pas avoir de Noël, il n'y aurait pas de Noël pour lui et son gouvernement. Le message est qu'il n'a pas tenu les promesses faites lors d'une réunion ici à la résidence et que nous ne pouvons pas permettre que pendant son mandat au Mexique se répètent les mêmes choses qui se sont passées les 26 et 27 septembre à Iguala. Pour nous, il n'y a pas de repos tant qu'on ne les retrouve pas. N'importe où que l'on aille, la demande est la même, qu'ils nous rendent les 43 étudiants en vie, car c'est l'État qui les a enlevés. Parce que les policiers les ont enlevés et que nous le répétons et le crions tout le temps. C'est un crime d'État. Le pape François a fortement condamné hier jeudi dans son message de Noël tous les trafics, abus et exploitations et violences que subissent les enfants à travers le monde. Il a également dénoncé la persécution brutale, les massacres et les différentes prises d'otages. Les images. Le pape argentin a prononcé son traditionnel message Urbi et Orbi ce jeudi 25 décembre en direct de la loggia de la basilique Saint-Pierre où une foule très nombreuse était rassemblée. Il y a trop d'enfants victimes d'abus et exploités sous nos propres yeux et avec notre silence complice, a-t-il dénoncé.
En sortant de son test, visiblement ému, il a évoqué les enfants massacrés sous les bombardements, y compris là où est né le Fils de Dieu en Terre Sainte, et leur silence impuissant qui crie sous l'épée. Dénonçant l'indifférence, François a aussi déploré les enfants tués avant de voir la lumière dans une condamnation explicite de l'avortement. À Dieu, Sauveur du monde, je demande qu'il regarde nos frères et sœurs d'Irak et de Syrie qui depuis trop de temps souffrent des effets du conflit en cours et avec ceux qui appartiennent à d'autres groupes ethniques et religieux subissent une persécution brutale, a-t-il relevé dans ce message retransmis par des télévisions du monde entier. L'Afrique également a été évoquée. Le pape François a exhorté à la paix au Nigeria où à nouveau du sang est versé et trop de personnes sont injustement soustraites à l'affection de leurs proches et tenues en otage ou massacrées. Il a aussi invité au dialogue et à la pacification en Libye, au sud du Soudan, en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Il n'a pas oublié d'exprimer sa solidarité aux victimes africaines de l'épidémie Ebola, renouvelant une invitation pressante à assurer l'assistance et les thérapies nécessaires. Quelques informations en bref à présent. L'ancien président malgache Marc Ravalomanane, placé en résidence surveillée depuis son retour au pays en octobre dernier, a passé Noël en famille. Il est discrètement rentré chez lui à Antananarivo. Mercredi soir, ont indiqué des militaires qui surveillent son domicile. Reste à savoir si Marc Ravalomanane a juste été autorisé à passer Noël en famille ou s'il a été définitivement libéré. Marc Ravalomanane, on se rappelle, avait été placé en résidence surveillée à Diego Suarez, une localité située dans le nord de Madagascar, après son retour des îles en octobre dernier. Et puis les islamistes Shebab ont attaqué jeudi le quartier général de la force de l'Union africaine en Somalie, parvenant à s'introduire dans l'enceinte ultra sécurisée et blessant 3 soldats africains et un civil. Plusieurs fortes explosions et des tirs intenses ont été entendus durant plusieurs heures dans l'après-midi d'hier. La force de l'Union africaine en Somalie, entendue AMISOM, a précisé que sa base avait subi une infiltration et que plusieurs assaillants avaient été tués, mais aucun chiffre n'a été communiqué. La base attaquée est une enceinte fortifiée située à l'intérieur du périmètre de l'aéroport de Mogadiscio, lui-même placé sous haute sécurité. Elle abrite plusieurs ambassades et des bureaux de l'ONU, mais aussi le quartier général de l'AMISOM. Au Nigeria, une fillette kamikaze interpellée par la police a déclaré avoir accepté d'agir sous la pression de ses parents. Il s'agit des commanditaires de l'attentat sur le marché de Kano qui a causé plusieurs morts. Des précisions avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Une des 3 filles kamikazes arrêtées par la police nigériane a été présentée à la presse hier mercredi 24 décembre. Selon la version donnée par la fille qui se prénomme Zara Babangida, le but est de faire un maximum de victimes dans le marché de Kano. La fille kamikaze âgée de 13 ans a précisé que c'est son père qui l'a livrée à un groupe de personnes. Ces derniers leur ont intimé l'ordre de se faire exploser en plein marché. Elle et ses amis. De peur de se faire tuer, elles ont accepté, mais Zara savait qu'elle ne pouvait pas commettre un tel acte. Le groupe agissait sur les filles à travers des prêches et faisait comprendre aux filles que la récompense d'un tel acte est le paradis. Rappelons que ses amies kamikazes sont mortes suite à l'attentat à la bombe. Les jeunes filles kamikazes dissimulaient des explosifs sur leur niqab ou hijab, portant parfois leur bombe au dos à la manière d'un bébé. Kano a déjà été 4 fois la cible d'attentats suicides perpétrés par des femmes en juillet dernier. Et plusieurs femmes kamikazes ont mené d'autres attaques dans les villes du nord ces dernières semaines, dont Maiduguri, le fief historique de Boko Haram. Face aux côtes espagnoles si prisées des touristes, la misère et la guerre exercent une pression sans précédent sur l'Espagne qui se trouve être débordée. Chaque semaine, des centaines de migrants tentent d'escalader les routes barrières entourant les enclaves surveillées par environ 600 gardes civils. Reportage. Un tout petit bout d'Europe en Afrique. Au nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla est l'un des 2 seuls territoires européens, avec Ceuta, à partager une frontière avec le continent africain. Ce triple grillage de 7 mètres de haut, des milliers de candidats à l'immigration rêvent de le franchir. J'avais un peu d'argent, je l'ai caché, j'avais mon téléphone, je l'ai mis dans mon caleçon, attaché mes griffes. Arrivé maintenant, ils ont dit yalla, yalla, ça veut dire allons, c'est le moment. Donc les 200 personnes sont lancées. On court maintenant.
Près de 20 000 Africains ont tenté d'escalader le grillage en 2014 et d'échapper à la police des frontières espagnoles. Une police accusée de violer la loi internationale en frappant les immigrants et en expulsant certains sur le champ. Ils blessent les migrants. Et puis aussi, ce qu'on observe, ce sont des mesures d'expulsion à chaud, sans la moindre procédure administrative. Simplement, ils ouvrent la porte de service de la barrière et ils rejettent les migrants. Certains risquent leur vie en voyageant clandestinement, en bus, en camion ou en bateau. La plupart veulent rejoindre d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. L'Espagne demande donc l'aide de l'Europe et en particulier une politique commune d'immigration. Les problèmes d'immigration de Melilla ne concernent pas seulement Melilla ou Nador, de l'autre côté de la frontière, et pas seulement l'Espagne et le Maroc. C'est un problème pour toute l'Union européenne. Ceux qui arrivent à franchir le grillage sont dirigés vers un centre d'accueil provisoire où ils attendent de savoir s'ils sont autorisés à se rendre en Espagne. Malgré des conditions d'hébergement précaires, à leurs yeux c'est toujours mieux que la misère et la violence qu'ils ont laissées derrière eux. Ici nous mangeons bien, on est tellement bien, tout ce que nous on veut on nous donne. On est bien, depuis que je suis né, c'est la première fois dans ma vie que je me sens à l'aise. 2000 immigrants sont entrés à Melilla ces 12 derniers mois en franchissant le grillage. D'autres, bien plus nombreux, n'ont pas réussi, mais sont déterminés à réessayer. L'Union européenne doit annoncer en 2015 de nouvelles mesures de renforcement de ses frontières. La Roumanie, le pays le plus pauvre de l'Union européenne après la Bulgarie, se souvient et commémore depuis la mi-décembre le renversement du régime totalitaire de Nicolae Ceausescu, exécuté le jour de Noël en 1989. 25 ans après, l'héritage de la révolution roumaine se résume en ces mots: faillite industrielle, pauvreté et corruption. La situation de la ville de Zimnița en est une parfaite illustration. L'histoire de la ville de Zimnița, dans le sud de la Roumanie, est intimement liée à l'ex-dictateur Nicolae Ceausescu. Après le grand tremblement de terre de 1977, le leader communiste local affirme que sa ville est dévastée, ce qui conduit Ceausescu à vouloir se rendre sur place. Mais le chef du parti a exagéré l'ampleur des dégâts. Il envoie du coup rapidement des bulldozers pour démolir des maisons encore debout avant l'arrivée du dictateur. Et c'est suite à cette visite que Ceausescu a ordonné la reconstruction de la ville et son industrialisation intensive. Il nous a construit tout ce dont nous avions besoin, centre culturel, hôpital, mairie, et il nous a soutenus. Des usines de production de tuyaux, de rubans ou de sucre ont également été construites. Vioreka travaillait à l'usine de terre cuite. C'était très bien car les gens avaient du travail, un logement, et ils étaient sûrs qu'au 15 du mois, ils recevraient leur salaire. La nostalgie du régime, en particulier la sécurité de l'emploi, est très répandue dans la ville. Car après la chute de Ceausescu, exécuté le jour de Noël 1989, Zimnița a sombré dans la faillite. Après 1990, il y a eu le grand drame national, avec les licenciements et la fermeture des usines. Cela a affecté Zimnița aussi. Et on parle depuis d'une période de transition qui n'en finit plus. Comme pour d'autres villes de Roumanie, de nombreux habitants sont partis à l'étranger pour chercher du travail. Aujourd'hui, le sort de la ville dépend d'un groupe agro-industriel, Interagro, propriété de l'homme le plus riche de Roumanie, originaire de la région. De nombreuses familles travaillent pour lui, payées pour la plupart le salaire minimum, soit environ 200 € par mois. Le magnat, poursuivi par la justice pour blanchiment, aurait racheté, pour des sommes dérisoires selon ses détracteurs, 2 des vieilles usines de la ville. Son parcours illustre l'originalité du capitalisme roumain, basé sur des aides d'État, selon les analystes. C'est assez anormal de pratiquement subventionner l'homme le plus riche du pays. À Zimnița, le souvenir d'une vie jugée meilleure à l'époque de Ceausescu continue de hanter les habitants. Beaucoup ici ne croient plus en une nouvelle renaissance de leur ville. Fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'actualité continue sur Sika.